Mauvais Studio. Accrochez-vous, ça va faire mal. Mauvais Journal. Frank Magic. T'entends? Michel Tuttle. Hey, qu'est-ce que vous faites là, vous? Frank Magic. Michel Tuttle. Et qui sont les 4 cinglés que vous allez essayer d'entraîner là-dedans? Adieu. Mauvais Journal. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce 48e Mauvais Journal. Et je ne suis pas seul puisque je suis en compagnie de Michel Tuttle. Bonsoir, bonjour. Et nous ne sommes pas seuls puisque nous sommes en compagnie de Julien Demezois. Alors, qui es-tu, Julien Demezois? Ça c'est une bonne question. Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous ici? T'es qui, toi? T'es qui? C'est une question existentielle. Je suis qui, moi? Je suis un designer visuel qui, de temps en temps, s'occupe à écrire des livres, à faire des créations visuelles à côté, ce genre de choses. Ok. Et si j'ai fait appel à toi, c'est parce que, déjà, en fait, une partie de ton travail m'a beaucoup servi pour l'écriture de Mauvais Travail épisode 35, pour 36 en cours aussi. Il s'agissait du livre. Alors, le titre est un peu compliqué parce que c'est Bill Drummond qui était un rêve des Offline People, c'est ça? Exactement, il est en deux parties en fait. T'as 7 jours avec Bill Drummond, ça c'est un score, ça s'appelle le score 378. C'est Drummond qui a fait cette espèce de partition conceptuelle. Et puis à ça, on a rajouté donc cette espèce de fantasme de Bill Drummond qui est en fait une espèce de biographie onirique. C'est ce qu'on a voulu faire pour ce livre-là. Très bien. Alors, quand tu dis biographie onirique, ça veut dire qu'on a des éléments qui peuvent être vrais, d'autres qui peuvent être imaginés. C'est basé sur des faits, mais après j'ai reconstitué. C'est dans ce sens-là en fait. Et ayant reconstitué, des fois j'ai pris des assez grandes libertés, pas tellement par rapport aux faits, mais dans la façon de raconter les faits. Enfin, tu regarderas, chaque chapitre en fait a presque des angles, des styles d'écriture un peu différents. Et puis on se met en scène là-dedans, une espèce de personnes un peu énigmatiques, les Offline People, qui traversent un peu le livre et font le fil conducteur pour rassembler un peu les différents chapitres. D'accord. Mais alors qui sont les autres Offline People? C'est beaucoup de gens mystérieux aussi. Okay. Non, il y a mon frère entre autres, et puis quelques copains. En fait, c'est une configuration à géométrie variable un petit peu, suivant qu'on fasse de la musique ou d'autres projets, etc. Donc on fait pas mal de choses sous ce nom-là. Et vous avez un blog justement, The Offline People, mais ce que j'ai compris, il est fermé, il est achevé. On a tout fermé en 2015. On a dû faire, je sais plus trop, il a dû s'ouvrir en 2009 à peu près, et se terminer en 2015. Principalement, c'était beaucoup d'interviews surtout écrites, avec un système de questions un petit peu récurrentes. Qui était souvent un peu énigmatique, un peu bizarroïde. Et puis après, il y avait des comptes rendus de concerts qui étaient aussi écrits de manière un petit peu, pareil, un peu étrange. On essayait de trouver un angle un peu intéressant pour raconter des choses, des comptes rendus de concerts, sinon c'est pas forcément toujours très passionnant. Ok. En tout cas, il est toujours consultable, ce blog. Oui, toutes les archives sont toujours en ligne encore. Donc l'adresse theofflinepeople.com, et normalement après là-dessus on se divise en deux parties, soit on a des informations sur le livre score 378, soit sinon on va sur le blog. D'accord. Et pourquoi The Offline People? Parce que c'est marrant, on est sur un truc, on est tout le temps hyper connecté, et donc c'était un truc débile hyper connecté en s'appelant les gens déconnectés. D'accord. On aurait pu vous appeler mode avion, un truc comme ça. Ça aurait pu aussi. Ouais, mode avion. Pour revenir au bouquin Score 378, du coup, t'as pu, vous avez pu rencontrer Bill Drummond et aussi Jimmy Cauty, est-ce que j'ai compris? Parce qu'il y a un entretien avec lui aussi dans le livre. Il y a plusieurs interviews dedans. Il y a aussi David Balfe, qui est le producteur de Blur, qui est un des premiers associés de Drummond dans Zoo Record. Et puis Drummond, mon frère a dû le rencontrer 2 fois en Angleterre, et moi je l'ai rencontré 2 fois à Paris. On a mis presque 4 ans à écrire ce livre, donc ça dure un petit peu. Est-ce que j'ai compris, ça a commencé par une sollicitation par rapport à cette histoire de 5 questions là? Ça a commencé par un piège. C'est le livre, exactement le livre 100. Donc c'était 25 personnes, c'est Drummond qui avait initié ce projet-là. Donc c'était 25 personnes qui avaient le droit de poser chacun 4 questions. Et après cela, il allait donc répondre à toutes ces questions-là, enfin du moins celles qu'il jugeait intéressantes, peu importe que ce soit quelqu'un de connu ou pas, un grand média ou quelqu'un qui enregistre ces questions parce qu'il passait par là. Et après, à la suite de ça, donc ça a été publié sous le titre 100.
Et puis après, donc il a décidé de plus accorder aucune interview, ni répondre à aucune question après ce livre-là. C'était la dernière interview, énorme, et après c'était terminé. Donc on a réussi à se faufiler là-dedans, à côté de trucs énormes comme alors je vais rater le nom, mais le Allgemeine Zeitung, un énorme journal allemand, qui est un peu genre Le Monde, version allemande si je ne me trompe pas, et d'autres personnes qui sont pas non plus connues comme nous. Et donc on a réussi à poser nos questions. Alors il avait décidé de ne pas répondre aux questions qui étaient soit déjà trop récurrentes, par exemple tout ce qui concernait le pognon, je crois que c'était interdit le million brûlé, c'était interdit, je crois, de poser des questions autour de ça. Enfin, poser des questions qui n'avaient pas été posées avant, voilà, si je me rappelle bien le thème. Et donc on s'est faufilé là-dedans, et puis à l'issue de ce truc-là, je lui avais envoyé un message disant est-ce que j'aurais le droit de vous recontacter un peu plus tard, en restant sur un ton un peu évasif, comme il fait souvent dans ses communications. Il m'avait dit d'accord. Et donc je sais plus, quelques mois plus tard, je lui renvoie un mail et je lui dis donc bah voilà, c'est maintenant. J'utilise mon joker. Il me dit ok, qu'est-ce que je dois faire? Et donc je lui dis bah écoutez, vous allez devenir donc le chef édito du blog pendant une semaine. Il me dit très bien, et ça consiste en quoi? Bah je lui dis donc là j'ai cité Aleister Crowley, donc de faire absolument tout ce que vous souhaitez. Donc j'ai renvoyé, on a fait une partie d'espèce de ping-pong verbal comme ça, je pense qu'il a le mérite de l'amuser un petit peu. Et puis du coup, bah, c'est lui qui m'a proposé Score 378 en fait, avec un concept qui est assez compliqué, je pouvais pas le résumer comme ça va être un carnage. Je crois que c'était, allez, je tente. Donc comme il avait à l'époque, il allait sur ses 60 ans, je crois. Donc il avait décidé de réécouter chacun des disques qu'il avait marqués pendant des décennies qu'il avait traversées. Donc, et à partir de là, il donnait son avis avant de réécouter ce disque, son avis après avoir écouté le disque. Et nous, on avait négocié le fait de donner aussi notre avis à nous, de petits jeunes par rapport à lui en tout cas, sur le même disque en fait. Et tous les jours, on publiait en fait son avis avant, nos remarques à nous, et son avis après. Et comme ça, en fait, c'était un travail d'écriture au jour le jour. Puis c'est comme ça que c'est né en fait ce truc-là. Il est resté sur le blog un petit moment, puis après j'ai commencé de chercher un éditeur par rapport à ça, et Camion Blanc a été intéressé, donc on s'est mis en relation avec eux, et puis on a signé un contrat qui a couru donc pendant presque les 4 ans d'écriture du truc. Et là-dessus, je me suis dit que c'était trop court d'avoir juste cette premier truc, même si c'était sans doute intéressant en tout cas pour la parole de monde là-dedans. Et donc on a décidé de faire après la première biographie en français, puisqu'on s'est rendu compte que rien n'existait sur le sujet à l'époque, sur KLF, Dremond et toutes les activités annexes, alors sans être exhaustif parce que c'est compliqué, comme vous le découvrez progressivement. Tout à fait. Et on va pas tarder pour te remercier aussi pour tout le travail, parce que... Ouais, non, mais franchement, ce bouquin m'a énormément apporté. Puis c'est ma seule source francophone en écriture et qui était vraiment fouillée. C'était un peu le but. Ouais, avec des propos, justement, c'était intéressant, et pas que des propos trouvés d'autres publications d'avant. J'ai pris énormément j'ai lu déjà, tout ce que j'ai pu trouver comme livre, soit de Dremond de même, ou des projets qu'il avait fait autour, des interviews, et j'ai traduit, alors il parle beaucoup, il écrit beaucoup, donc c'est une bonne chose, ça. Et j'ai traduit, du coup, là-dedans, j'ai rassemblé. En fait, le livre, et ça, c'est pour ça que c'est dans ce sens-là que c'est une espèce de biographie onirique, en tout cas, c'est comme ça que je l'appelle. Parce qu'en fait, c'est construit que leur musique. C'est-à-dire, en fait, c'est des fragments d'éléments, comme des samples, donc des choses qu'il a dit lui. Il y a énormément de citations dans le livre, d'ailleurs, qui crée une espèce d'écriture un peu étrange, un peu morcelée, mais c'était pour moi l'exact reflet d'un album comme Chill Out ou ce genre de choses. C'est-à-dire où on enchaîne des samples sur les autres, des sons ambiants, des sons recréés. Donc j'ai essayé de retrouver en fait tout ça par l'écriture en fait pour construire le livre, ce qui donne du coup ce livre un peu étrange. Et puis je me suis pas mal interrogé sur ces questions de biographie, onirique, est-ce qu'on doit du coup être fidèle ou pas, quelle est la part de constitution. En fait je m'aperçois que les 3/4 des journalistes, en tout cas à part certains qui sont extrêmement consciencieux et qui ont accès à des sources de première main, sinon beaucoup inventent autour. Je me suis dit quitte à du coup partir sur ces reconstitutions en quelque sorte un petit peu, autant y aller franchement. Par exemple, il y a un des chapitres sur comment ils ont brûlé l'argent. KLF eux-mêmes n'a jamais souhaité en parler de ça, donc c'était très compliqué. Il existe juste un petit film vidéo fait par leur collègue Gimpo là-dessus. Mais ce livre en fait n'est juste que la vidéo du brûlage du pognon, et avec un petit texte d'introduction. J'ai réussi à prendre tous les faits qui étaient tangibles dans ce texte-là, dans ce que je voyais dedans, et j'ai essayé de me projeter
si j'étais en gros comme si j'étais avec eux et décrire ce qui se passait autour de moi. Donc c'est là où le truc est mi-réel et mi-onirique, c'est dans ce sens-là un petit peu. Ok. Et au niveau des rencontres avec lui, et avec Coty aussi du coup que tu as rencontré? Non, Coty je l'ai jamais vu en vrai. En fait les interviews ont été faites par écrit. Donc il y a David Balfeu, Mika Veino, qui était le gars de Pansonic, qui est mort malheureusement il y a quelques années là. Ça vous dit quelque chose? Pansonic ont fait des remixes sur l'album 97 quand ils sont reformés. Je sais plus quel est le titre exact. C'est de la musique expérimentale assez bruitiste. Et en fait, à l'époque, Pansonic avait emprunté un des chars Sonic. Ça c'était une autre activité de Jimmy Coty. Il construit, enfin, je sais pas si c'est ça toujours, mais en tout cas, il a des machines de l'armée, des chars, des choses comme ça, et il pose dessus des armes Sonic. Donc des haut-parleurs à très très haut volume, etc. Donc il y a des légendes comme quoi il aurait tué des vaches ou je ne sais quoi avec tellement le son était fort. Et son truc préféré c'est passer du Céline Dion à fond sur son truc qui salopard. Il y a un morceau excellent de Coty où on entend Céline Dion mélanger des tas de sons hyper bizarres, des cornemuses, des machins comme ça. Donc le but c'était de faire le son le plus épouvantable possible. Voilà. Et donc Pansonic en fait lors du lancement de leur premier album avait donc emprunté un des chars avec les armes Sonic de Coty. Alors c'est juste à côté de Brick Lane. Il y a toujours un parking maintenant avec ça n'a pas trop changé depuis la dernière fois où j'étais allé. Où il y a maintenant ça va être juste à côté de Rough Trade, je pense. Et donc en fait le camion tournait en boucle sur ce parking en diffusant à fond la musique de Pansonic mais sur le char de Coty en fait. C'est là qu'ils ont commencé de se croiser. Et comme moi j'étais un fan aussi de Pansonic, etc. Donc je les ai contactés pour essayer de compléter, d'avoir une vue un peu globale de tout l'univers autour de KLF, les choses les plus expérimentales, les choses les plus grand public, enfin essayer de balayer un peu tout le spectre parce que, comme vous l'avez vu, ils font beaucoup de choses dans tous les domaines. On va parler de ton deuxième livre qui est sorti en plus récemment en décembre et qui a été alors je sais pas comment on pourrait dire approuvé, tamponné, mais par qui, comment, de quoi? C'est à peu près ça. On a eu presque le tampon officiel, enfin on l'a eu de Drummond en tout cas, qui d'habitude garde beaucoup tout ça sous le comment ça s'appelle, fermé un petit peu. Et en fait ça a commencé avec lui, c'est-à-dire que moi j'ai commencé, c'est un livre qui est constitué d'images générées par IA. Et puis après j'ai construit toute une narration autour, une narration d'ailleurs qui fait écho au livre 2023 que Drummond, Coty et peut-être Alan Moore, je sais pas encore, j'ai pas la confirmation que si c'est un personnage fictif ou un vrai participant au livre. Donc ils ont sorti ça en 2023 si je me trompe pas. Et donc en fait le livre moi que j'ai constitué un espèce d'écho à ce livre-là. Donc eux ils sont au cœur de l'année 2023. Poutine même dans le livre est mis en scène en déclenchant une guerre. Enfin c'est un livre qui est assez troublant, intéressant, qui mélange énormément la fiction, les choses réelles aussi, etc. Avec une narration très 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 souple. On dirait c'est presque écrit comme une série Netflix ou un truc comme ça. Et donc moi en fait je me suis amusé à faire un espèce d'écho à ce livre-là. En partant sur l'idée des jams, donc c'est des personnages, espèces d'entités qui traversent toute l'histoire de KLF, espèces de personnages un peu encapuchonnés, qui seraient censés représenter des forces de la nature, des forces de, je sais pas, de l'impondérable, l'irrationnel, j'en sais rien, qui surgissent dans le monde généralement et qui donnent une impulsion aux choses positives ou négatives. Une espèce de grands anciens, un peu, un truc comme ça. Enfin, ça fait partie de toute la mythologie qu'ils ont dans le groupe. Et vu que c'est des personnages cycliques qui apparaissent sans arrêt et qui donnent des impulsions à des événements, qui les accélèrent ou qui les freinent, je me suis dit pourquoi pas les faire ressurgir au 19e siècle. Et ça tombait très bien des essais d'images que j'avais fait, et donc je me suis mis à imaginer ça. Donc en gros ça consiste à peu près à transposer une partie de la mythologie d'histoire de KLF comme si on avait un compte rendu de l'activité en précurseur au 19e siècle, comme pendant le Horla de Maupassant, quoi. C'est un peu ça la base du truc, quoi. Donc c'est un livre qui est assez étrange. C'est donc c'est un facsimilé des carnets d'une infirmière qui travaille à l'hôpital des Invalides, qui aurait été une des premières ophtalmos, parce qu'à l'époque c'était pas tout à fait clair sur les premiers soins ophtalmologiques commençaient à apparaître. Donc j'ai un peu forcé le truc à quelques années près, même. Donc c'est les carnets d'une infirmière ophtalmo.
qui reçoit 2 personnes en état de décomposition un peu avancé, et qui sont donc ces deux Jams. Et puis elle commence en fait à prendre des notes sur leur cas, qui est extrêmement troublant, puisqu'en fait ils sont très étranges, ils parlent très peu ou ils parlent trop, et puis en fait elle prend des notes lors de ces séances de travail avec eux, et ces notes donc constituent après le carnet qui est le livre. Donc c'est ça qu'on est censé avoir entre les mains. En gros, c'est compte rendu d'entretien, c'est pas aussi. Voilà. Et autour de ça, bien sûr, j'ai essayé de recouper un peu comme des figures imposées les grandes thématiques de KLF. Mais alors justement par rapport aux éléments de la mythologie KLF, parce que moi je l'ai lu du coup tout récemment, il y a des éléments qui m'intriguent, par exemple les histoires de coquillages et de poissons chelous, à quoi on pourrait relier ça? Alors effectivement, ça c'est un bon mauvais exemple. J'ai inséré aussi des choses moi qui me préoccupaient au niveau écriture, et notamment il y a beaucoup de citations de Gaston Bachelard, L'eau et les rêves, qui est un livre magnifique, un philosophe il a dû écrire ça en 1930, je crois, un truc comme ça. Et donc tout le rapport à l'eau, en fait, ça c'est une thématique que je trouvais intéressante par rapport au livre. Donc il y a des choses que j'ai rajoutées moi dedans. Effectivement, si, il y a des choses en rapport avec les filles des eaux, en fait, justement, chez KLF. Il y a une affiche, je sais pas, enfin, t'as trouvé ça dans tes recherches. Je pense que c'était pour la sortie, autour du White Room. Et t'as des espèces de nymphes qui sont à demi immergées dans l'eau. Donc il doit y avoir 5 jeunes filles blondes avec des robes un peu de grandes prêtresses qui sont dans l'eau. Donc c'est dans ce sens-là, l'eau fait partie de ce genre de choses-là. Il y a tous les bateaux, les barques de KLF aussi, sur What Time Is Love, la version américaine, il me semble. Avec les dracars. On a aussi une Fort Time Lord d'époque, voilà. Oui, okay. Ah oui, il y en a une, ouais. Oui, je crois que je l'ai vu. Mais il y a aussi une histoire de... Des moutons, ouais. Il y a des milliards de références. Des lapins. Exact. Les lapins, c'est moins... Ah oui, les lapins, ça c'est plus, je crois, une improvisation personnelle. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de lapins dans le... Non, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a un passage, en tout cas, dans le livre, en tout cas, il y en a. Ah bah oui, il y a un passage avec le lapin blanc, c'est obligatoire. Oui. En fait, l'infirmière, elle vient du livre 2023. Il y a une infirmière aussi qui s'occupe, je me souviens plus comment ça s'appelle, d'eux aussi, qui sont un petit peu décatis. Les Jams, ça fait, qui sont en fauteuil roulant, ça fait écho au concert de 1997, quand ils ont monté sur scène aussi en fauteuil roulant. J'essaie de survoler vite fait comme ça. Après, il y a des choses sur la Bourgogne qui sont plus personnelles, que j'ai greffé dedans, mais qui faisaient des échos en fait intéressants avec... ils ont toujours un espèce de côté presque folk, à la fois high-tech et folk en même temps, donc il y avait des choses comme ça qui marchaient bien. Les armes soniques de Coty, ça on les retrouve dedans. Les révolutions, puisqu'en fait ces forces, ces espèces de forces incontrôlables des Jams, pas sortant à déstabiliser les pays, les choses, les personnes, au contraire les favoriser. Donc il y a des choses aussi autour de la commune, etc. Après il y a des tonnes d'activités mystérieuses, donc c'est des entités bizarres. Il y a les photos spirites du 19e, moi, qui est un truc que j'adore, donc ça, il y a des choses aussi en rapport avec ça, avec Alan Kardec. Qui a inventé le spiritisme, c'est ça? Oui, à peu près, voilà, et qui continue régulièrement toucher sa tombe pour... Je le fais tous les vendredis premiers du mois. Pour avoir des pouvoirs magiques, des tas de choses. T'as parlé des émeutes de la commune, et justement, il y a dans le livre, là, on y était justement à l'instant, là. Et on a une coupure de presse, du coup, sur la commune, mais alors... Ah non, c'est les émeutes de Londres, celui-là. Ah, pardon. La commune, c'est avant. Parce qu'après, ils se baladent, en fait, c'est déjà... Enfin, on suit leur déplacement entre la France et l'Angleterre, passant par l'Écosse. On rejoint aussi des lieux qui ont soit à voir avec... l'histoire de KLF ou des histoires personnelles par rapport à moi. Et ce qui m'a intrigué là dans cette coupure là, c'est que du coup on a un texte en fait qui selon moi trahit un petit peu l'usage de l'IA que t'as faite. Et je me suis demandé, même cette espèce de, c'est presque un brisage de quatrième mur dans le sens, tu vois, par rapport à ça. Et je me suis demandé pourquoi cette démarche en fait. Il y a des indices dedans sur pareil, c'est censé être un vrai faux truc. Donc et puis ça a été fait il y a 1 an et demi presque moi. Donc il y avait comme une fascination tout début sur les trucs d'IA, maintenant peut-être qu'on commence à avoir des fois une lassitude sur certains types de choses. Et effectivement, maintenant je me dis bon, peut-être j'aurais peut-être pas dû, mais en fait non, je trouve que c'est plutôt bien. Il y a des aveux. J'ai pas mal hésité effectivement sur la coupure de presse, la vraie fausse, mais il y a d'autres questions comme ça, comme le photographe. Qui est le photographe qui prend ses photos, qui est toujours une vraie question dans les films ou dans le... Et parfois même il y a 3 personnages en photo, hein, donc on se dit un 4e aussi. Donc il y a des jeux comme ça à chaque fois pour faire douter les personnes sur ce qu'ils ont un peu entre les mains.
toutes les grandes fêtes aussi, là je feuillette en même temps le livre, ouais. Toutes les espèces de grandes fêtes qui font référence un peu à des espèces de rêve party archaïques un peu. Avec les moutons. Et oui, et ils avaient fait des choses avec Stone Age aussi, KLF. Oui. Normalement, je crois qu'il y a c'était pas le Grammy Awards, comment on dit là? Oui, si, le Grammy qu'ils ont enterré, qui a été déterré, et qu'ils ont réenterré l'année d'après plus profond. Je crois, oui, c'est ça qu'ils ont caché avec un groupe de lesbiennes anarchistes. Ah oui, j'ai une petite question. Il me semble que tu as oublié un appendice qui est évoqué par la narratrice. Elle parle de l'appendice A et B. Il y a celui où il y a les pérégrinations, là, une carte. Ouais, il y a une espèce de carte. C'est drôle parce que quand tu vois la carte, la carte c'est pareil. Elle est lisible. La carte elle a peut-être un peu le même problème que le comment s'appelle le journal quoi, l'extrait de journal. Ça te dévoile un petit peu trop la mécanique peut-être. Ah là je le prends différemment parce que justement quand je l'ai vu à la fin et je me dis mais c'est complètement illisible et ça m'a fait rire en fait. Là je trouve que justement ça passe mieux. Mais par contre il me semble qu'elle évoque un autre appendice et qui n'est pas et qui est manquant. Oui voilà c'est le diagnostic. C'est le diagnostic médical des deux mecs. Et comment ça se fait qu'il est pas là? C'est voulu ou pas? Oui bien sûr. Il manque des morceaux. C'est les morceaux plus importants qui manquent comme toujours. C'est le non-dit. C'est le non-dit. C'est le non-dit. C'est le non-dit. Le fait est que toi rencontrer physiquement Bill Drummond, est-ce que tu as des choses sympas à raconter autour de ça, ou j'en sais rien, ou alors tu gardes pour toi, ou je sais pas? C'est quelqu'un qui est extrêmement sympathique et très facile d'abord, mais c'est quelqu'un qui a fait aussi beaucoup de théâtre, alors je sais pas ce que ça veut dire exactement quand je dis ça, mais dans le sens où il sait assez facilement soit rester discret ou se mettre en scène. Moi je l'ai vu par exemple à l'issue de la projection. Alors ça c'était en 2016, il a été invité à la Gaîté Lyrique quand le film justement Imagine All the Music Has Disappeared, le je film de l'allemand, alors je crois que je retrouve les références pour te donner des trucs exacts, sur The 17 en fait. Donc en fait, il y a un Allemand qui a abordé Bill Drummond et qui lui a demandé de faire une sorte de documentaire sur lui. Donc il a suivi Drummond pendant ses chorales expérimentales The 17. Et donc tout ça est filmé, il a monté ça en documentaire, c'est trouvable assez facilement, je pense sur Amazon, je pense qu'il y en a toujours. Le documentaire est vraiment très très bien. Et donc ce documentaire était projeté à la Gaîté Lyrique en 2016. Donc moi j'en ai profité pour aller voir Drummond, le livre nous venait de sortir aussi. Et ce qui m'a sidéré, c'est qu'à l'issue de la projection, en fait, il est parti sur scène tout seul. Et je crois que, enfin, je suis à peu près sûr qu'il a improvisé le truc parce que on a discuté un bout de temps avant, etc. Et je voyais rien qu'il avait préparé spécialement qu'il avait rien préparé de spécial pour ça. Et il s'est mis à improviser pendant quasiment un quart d'heure toute une narration, une histoire autour de KLF, du documentaire, du machin, qui était vraiment top. Enfin, c'est quelqu'un qui est assez fascinant, quoi, et qui a une vivacité d'esprit très importante, quoi. Par contre, à ce que j'ai compris dans le projet 17, dans ce projet, il y a quand même l'idée qu'il y ait aucun enregistrement des sessions de 17. Donc le documentaire, est-ce qu'il a... Il s'arrête généralement au début de chaque enregistrement. En fait, tu vois les préparations, tout ce qu'il y a autour, en fait. Et effectivement, ça disparaît. Des fois, une bribe d'une première note, si je me souviens, ce genre de choses. Et à chaque fois, ça coupe. Et même Drummond, en fait, quand il a présenté justement le documentaire, la première chose qu'il a dit, c'est que, alors il dit qu'il était peut-être soit très naïf ou qu'il ait mal réfléchi au dispositif, mais lui voulait surtout pas apparaître dans ce projet. Sauf qu'en fait, vu qu'on peut pas voir les chorales, enfin à part les phases préparatoires et qu'on peut pas les entendre chanter, du coup on passe notre temps à voir Drummond à l'écran. Et pour lui, enfin c'est ce qu'il dit. Après je sais pas, il passe son temps aussi souvent à jouer avec une espèce de fausse naïveté, et des choses comme ça. Mais qu'en gros, il s'attendait pas à être mis sur le devant de l'écran comme ça pendant tout le long du doc. Et effectivement, c'était le seul point tangible en tout cas. C'était assez évident, quoi. Il avait les caméras pointées sur lui toute la journée, donc c'était à peu près sûr qu'il allait se retrouver sur l'écran. Ouais, mais je voudrais revenir sur The KLFRS, parce que c'est le sujet, je l'ai pas encore traité écrit, The KLFRS. Mais alors, du coup, toi, qu'est-ce que t'en as compris? Parce que moi, je pensais qu'il y avait quand même eux derrière tout ça, sans forcément qu'ils soient tout seuls, mais toi, t'avais l'air de me dire tout à l'heure... Non, il y aura... Alors, moi, les informations que j'ai par l'éditeur, qui est un proche de Drummond, qui est d'ailleurs cité dans The 17 en disant que à chaque fin d'année, enfin c'est à la fin de The 17, le livre, il y a Drummond qui en avait marre qu'on raconte des conneries sur sa vie, donc il a entrepris de faire sa propre biographie, qui est très laconique et très amusante à lire, parce que c'est une suite de faits très simples. Il peut résumer une année en 2 lignes, par exemple. Et la dernière ligne, justement, c'est « Je bois toujours modérément de l'alcool, et je demande tout le temps l'avis de Kali avant de faire quelque chose. » Kali étant donc l'éditeur qui sort maintenant tous ses livres, qui est aussi, ce que j'en comprends, son manager, en tout cas qui l'aide à faire plein de choses. Et Kali, ouais, qui est sur le... Rien à voir avec le chanteur...
Ah oui, c'est pas le même, pardon, c'est vrai, oui. Non, c'est pas le... Ce serait surprenant. Hein. C'est pas le chanteur douloureux avec les, Non. avec les cheveux longs. Là, c'est CA2LY et qui s'occupe du site alimentation.cc. Et qui est donc, du coup, c'est lui qui nous a sorti le livre, là, et après une longue boucle, j'ai donc répondu à la question de tout à l'heure, c'est à ce moment-là qu'il a été approuvé, ce livre a été approuvé dans la mythologie KLF officielle, validé par Dremond, et donc son collègue, je sais pas exactement et éditeur, manager, Kali. Ça s'est passé comment? En gros, t'as reçu un mail qui t'a dit Drummond a tamponné le bouquin? Non, c'est pas exactement comme ça. C'est jamais si simple. Alors au tout début, moi j'ai envoyé les premiers essais visuels à Drummond qui m'a dit j'adore les images. Et là, il m'a mis en relation avec son éditeur. Après, Drummond a pu regarder vraiment le truc. Donc moi, j'avais fait toute ma narration, mes images, etc. Donc j'ai envoyé un premier jet à l'éditeur de Drummond qui m'a dit qu'il aimait beaucoup aussi. On a retouché vraiment à la marge trois petites choses. Et puis en fait c'est quasiment à la fin. Donc moi j'ai traité avec son éditeur Kali pendant tout le long. Et c'est juste à la fin où Drummond en fait a envoyé lui un gros mail à toute la mailing list, sa fanbase, etc. Et là il y avait une petite phrase qui disait que c'était reconnu comme étant de partie officielle de l'histoire de KLF, quoi. Donc c'était un petit plaisir personnel. Hein. Ah bah j'imagine. Mais ça veut dire qu'il est quand même impliqué là-dedans, quoi, d'une manière ou d'une autre. Oui. Il supervise beaucoup de choses, je sais pas. Et pour KLF-RS, donc la Reenactment Society, je sais pas du tout qui y a derrière. L'éditeur lui m'a dit que non plus, il savait pas qui s'occupait de ça. Alors ils jouent souvent à un jeu comme ça, tous autour de KLF, en faisant les choses, en disant qu'ils ne les font pas, et vice versa, etc. En inventant des personnages fictifs. Ce que j'ai essayé de traduire aussi un peu moins dans les différents livres pour rester fidèle justement à cet esprit de cette espèce d'êtres mystérieux qui font des tonnes de choses. On sait jamais trop qui, quoi, comment, 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 qui, quoi, comment. Est-ce que tu as d'autres projets en projet justement autour de KLF ou d'autres choses dont tu pourrais nous parler qui sont pas forcément liées non plus à ça dans tes activités? Je suis en train de travailler ces temps-ci justement autour de... Je sais pas si c'est vraiment une suite, en tout cas c'est une déclinaison du concept de ce livre mélangeant des images générées par l'IA ou pas, et avec un fil narratif, en gros une espèce de livre illustré. Bon, c'est un truc qui m'intéresse énormément, mais pour les adultes, pas forcément pour les enfants, quoi. Enfin, pour les adultes, il n'y a rien de spécialement dégueulasse dedans, mais en tout cas pour... Qu'est-ce que tu vas faire à ces pauvres lapins? Moi j'y tiens. Donc j'ai plusieurs... Il y a un deuxième livre qui est déjà prêt. D'ailleurs, je cherche un éditeur pour c'est une deuxième histoire qui se déroule dans le bayou de Louisiane cette fois-ci, avec deux jeunes filles qui se détestent jusqu'à se tuer, ou du moins essayer. Donc un livre à offrir. Ça a l'air assez marrant. Hein. En tout cas, ça te fait rire, c'est cool. Celui-là est déjà fait. Après, il y en a un troisième sur lequel je suis en train de travailler, et je suis en train de réfléchir, voir si j'ai une nouvelle idée en fait pour peut-être de prolonger ce premier livre-là autour de l'univers de KLF, mais je sais pas encore jusqu'où ça va aller, mais j'y réfléchis très très fort. Ok, mais le deuxième et le troisième n'ont pas de rapport du tout avec KLF? Normalement non. Okay. Et donc pour les gens qui nous écoutent, on peut retrouver ça, enfin les bouquins, les trucs comme ça, on peut les avoir via le blog. Alors nous, enfin tout ce qui est sorti déjà en fait sur le livre en fait là qui vient de sortir est disponible sur le site alimentation.cc, donc le site officiel de Kali, qui est d'ailleurs le manager aussi lui de. Tu peux réappeler Kali s'il te plaît parce que les gens ils vont galérer, ils vont arriver sur un mec. CA2LY. Et c'est pas le chanteur français. Là, c'est quoi ce bordel? C'est donc le manager de John Parrish, l'exécuteur testamentaire de Nick Drake. Je crois qu'il a participé à faire ressortir justement toutes les œuvres de Nick Drake de manière officielle dans les années 80, à un moment donné où Nick Drake n'était pas forcément très considéré, et Kali a fait un énorme travail la famille lui a remis toutes les lettres, les documents, les photos, etc. Donc il s'occupe donc de Nick Drake, de John Parrish et de Drummond. Moi je suis extrêmement fier de m'insérer un tout petit peu dans ce truc là aussi, parce que bon, c'est pas mal. Et on n'a pas donné le titre du livre en fait, je crois. On a parlé du livre mais on n'a pas dit son titre. C'est ceux qu'on regarde les yeux fermés, ça c'est la version en français. Donc c'est Those We Look At With Closed Eyes. 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 Those We Look At With Closed Eyes.
Those we look at with closed eyes. Those we look at with closed eyes.